Bonsoir à tous, Le Monde aujourd'hui, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. Un accord de coopération militaire pour faire face à l'insécurité. Il pourrait être signé dans les prochains jours entre le Burkina Faso et le Niger, deux pays touchés par les violences djihadistes. En Angola, des milliers d'électeurs iront aux urnes demain pour les législatives. Ces dernières décideront du prochain président. Portrait des deux principaux candidats dans cette édition. Et puis nous reparlons de la question des armes à feu ici aux États-Unis. Un mois après une décision de la Cour suprême sur le contrôle des armes à feu, nous sommes allés dans l'État voisin du New Jersey où la question fait également débat. Voilà pour les titres. Le Burkina Faso et le Niger veulent mutualiser leurs efforts pour vaincre le terrorisme. Les deux pays sont en passe de signer prochainement un accord de coopération militaire qui leur permettra de mener des opérations sur le terrain et de mieux surveiller leurs frontières. Le ministre de la Défense du Niger était hier au Burkina Faso. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré. Les deux pays veulent gagner du terrain dans la lutte contre le terrorisme. Le ministre de la Défense du Niger, ici à Ouagadougou, a mené plusieurs rencontres avec les autorités militaires du Burkina. Et c'est au palais de Kossiam que l'annonce est faite. Les deux pays vont signer très prochainement un accord de coopération militaire pour plus d'actions. La première étape, celle dans laquelle nous sommes, c'est renforcer d'abord la coopération entre nos deux pays, entre nos deux armées dans le domaine de la défense. Nous avons pris la décision. Nous sommes en train de préparer un accord de coopération militaire entre nos deux pays. La deuxième étape, c'est de continuer les opérations militaires que nous sommes en train de faire sur le terrain. Nous avons déjà eu à faire Tanli 1, Tanli 2, Tanli 3. Nous sommes en train de préparer Tanli 4. Le CONOPS va être signé tout à l'heure par les différents chefs d'état-major. Mais au-delà de ces opérations, nous envisageons de faire d'une manière régulière, d'une manière permanente, des opérations sur le terrain entre nos différentes forces armées pour faire que nos forces occupent le terrain, prennent le contrôle du terrain, qu'elles ne puissent pas laisser un seul centimètre, aussi bien au Niger qu'au Burkina, aux terroristes. Le Burkina, lui, est dans une perspective de renforcement de sa coopération avec ses voisins. Et il y a déjà des approches. Vous avez suivi récemment, il y a eu des missions qui sont allées au Mali. Et ça va se poursuivre. Nous allons continuer à dialoguer pour renforcer tous ces cadres de coopération, d'abord bilatérale, mais aussi en élargissant un peu le cercle. Avec le Mali, avec les autres pays de la sous-région, nous allons renforcer cette coopération et ce sera le seul moyen pour vaincre le terrorisme qui se joue des frontières et contre laquelle menace aucun pays tout seul ne peut se prévaloir donc d'avoir une victoire. La coopération militaire entre le Burkina et le Niger n'est qu'une énième étape dans la quête de solutions par des États touchés par le terrorisme. La coopération entre le Niger et le Burkina Faso n'est que le renforcement des relations qui existent déjà, étant donné le caractère frontalier des deux pays, qui essayent donc de mutualiser les ressources, surtout les ressources informationnelles. Présentement, on constate, en tout cas en 2022, une forte décroissance du nombre des attaques au Niger. Donc c'est tout à fait naturel que le Burkina Faso cherche à comprendre comment le Niger a pu parvenir à la réduction de l'incidence du terrorisme sur son territoire. Au-delà de cette piste de coopération, le gouvernement ici tente aussi de dialoguer avec les groupes armés. Il ne cesse de demander aux Burkinabés qui sont en armes à les déposer et à revenir à la maison. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou. Merci Lamine. Et puis le protocole d'accord d'urgence est signé entre le Mali et les États-Unis en 1993 pour préserver le patrimoine culturel malien vient d'être renouvelé pour la 7e fois au musée de Bamako. La signature a été suivie d'un vernissage des œuvres d'art restituées par les États-Unis au Mali en décembre 2021. C'est un reportage de notre correspondant Mohamed Danyoko. L'ambassade des États-Unis au Mali et le ministre de la Culture ont paraphé cet accord par lequel
Les États-Unis s'engagent pour la 7e fois depuis 1993 à imposer des restrictions à l'importation de matériel archéologique du Mali vers les États-Unis. Objectif, réduire l'incitation au pillage et au trafic illicite d'objets culturels maliens. Il y a une double cérémonie. Alors nous avons commencé avec la signature d'un accord de continuation d'un accord fait entre le gouvernement américain et malien pour bloquer l'exploitation illicite des pièces historiques culturelles du Mali. Et cette exposition, c'est le fruit de cet accord, parce que toutes les pièces ici étaient prises par les douanes américains qui ont vu que les conditions des exploitations étaient illicites. Ils ont pris et en coopération avec le gouvernement malien, nous avons retenu. Il y a même certaines pièces qui sont des musées américains qui, après cette initiative, ils ont commencé de voir les pièces maliennes dans le stock, de voir est-ce que c'est illicite ou non. Il y a quelques belles pièces ici qui, volontairement, un musée américain a décidé de retenir. La signature a été suivie par un vernissage des plus de 900 œuvres restituées au Mali par les États-Unis en décembre 2021. Occasion pour les autorités maliennes de saluer ce geste plein de symboles qui témoigne de l'excellence des rapports entre les deux pays. C'est pour moi un bonheur et un immense plaisir de présider cette cérémonie de vernissage pleine de signification, car elle démontre encore une fois que la restitution des biens culturels n'est qu'une question de volonté et de géographie culturelle. Et ce n'est que justice, car il s'agit avant tout d'accès du peuple à sa culture, surtout pour notre jeunesse, d'accéder à la créativité et à la spiritualité d'époques lointaines. Pour sa part, l'ambassadeur des États-Unis s'est réjoui de la collaboration fructueuse entre le musée de Bamako et plusieurs musées américains. J'ai vu avec le directeur de ce musée, il y a assez de coopération avec les musées américains parce que c'est important que le Mali peut avoir la culture malienne connue à l'extérieur, mais dans un sens formel, licite. Alors il y a des échanges au Grand Musée de New York, de Boston, de Washington, puisque la population américaine peut avoir plus de connaissances de Mali. Il s'agit, à travers cette lutte contre le trafic illicite des œuvres d'art et de restitution d'objets culturels, de permettre aux Maliens, et plus particulièrement à la jeune génération, de s'approprier son histoire pour envisager sereinement l'avenir. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako. Et puis, l'ONU s'est dit profondément préoccupée par la montée des tensions entre rivaux politiques libyens, ce qui fait craindre une nouvelle guerre civile dans le pays. Appelant à la désescalade immédiate, la mission d'appui des Nations Unies en Libye dit suivre avec une profonde inquiétude les mobilisations militaires et la menace de recours à la force pour résoudre la crise de légitimité entre factions rivales. La Libye a sombré dans le chaos après le soulèvement ayant entraîné la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011 avec des pouvoirs rivaux, une myriade de milices armées et des mercenaires étrangers disséminés dans le pays, le tout sur fond d'ingérence étrangère. Le président angolais João Lourenço devrait obtenir un nouveau mandat lors du scrutin national du 24 août. Les analystes estiment cependant qu'il s'agira des élections les plus serrées depuis plus de 20 ans et que son adversaire Adalberto Costa Jr. a peu de chances de gagner face au parti présidentiel encore dominant sur la scène politique angolaise. Les portraits des deux hommes avec Dili Diko. Ancien militaire formé en ex-URSS, João Lourenço a pris la tête de l'Angola il y a 5 ans, succédant en douceur à l'ancien homme fort José Eduardo dos Santos, qu'il avait désigné comme dauphin. La victoire en poche, Lourenço lui a rapidement tourné le dos en lançant, à la surprise générale, une vigoureuse campagne anticorruption.
João Lourenço, chef du MPLA, parti au pouvoir depuis l'indépendance en 1975, a commencé sa carrière politique pendant la lutte pour l'indépendance, puis la guerre civile angolaise. À 68 ans, le président sortant a de bonnes chances d'être réélu ce 24 août, même s'il a peiné à tenir les promesses de son premier mandat. Le fer de lance de sa campagne électorale reste la lutte contre la corruption. Notre mandat a été un mandat pendant lequel nous avons brisé certains tabous, en commençant par le tabou de la lutte contre la corruption. Face à la faible popularité du MPLA, dans un contexte d'inflation et de pauvreté grandissante, le candidat de l'opposition, Adalberto Costa Jr., 60 ans, connaît un grand succès auprès des partisans du changement. Sur les réseaux sociaux, le chef du parti UNITA est devenu une figure appréciée. En un peu moins d'un an, cet ingénieur électrique de formation a réussi à rallier plusieurs partis d'opposition autour de lui. Connu pour son charisme et son éloquence, il a multiplié les sorties tout le long de la campagne et s'est montré proche des Angolais. Un gouvernement avec une majorité parlementaire de l'UNITA respectera les partenariats. Nous sommes des défenseurs de la Constitution. Nous augmenterons les salaires des forces armées. Écoles, hôpitaux, santé, telles sont les promesses du candidat d'opposition. Seront-elles suffisantes pour détrôner le président sortant João Lourenço? Les Angolais sont appelés aux urnes ce 24 août pour les législatives qui détermineront le vainqueur de la présidentielle angolaise. Et ici aux États-Unis, cela fait un mois que la Cour suprême a pris la décision controversée d'annuler une loi de New York sur la sécurité des armes à feu qui exigeait une licence pour tout port en public d'armes dissimulées. Et cette question fait toujours débat dans le pays. C'est notamment le cas dans le New Jersey, un État voisin de New York, comme l'a constaté Evgeny Maslow, suivant son reportage relaté par Claire Morin-Gibourg. Maintenant, mettez la sécurité. Le point rouge signifie que l'on peut faire feu. La sécurité est activée. L'arme est-elle sûre? Non, non. Ne comptez jamais sur la sécurité. Tout ce qui est mécanique peut tomber en panne. Latif Dickerson, directeur de l'Académie des armes à feu du New Jersey, est dans le secteur des armes depuis 27 ans. Il forme des personnes qui envisagent d'obtenir une arme à feu ou un permis dans le New Jersey. Nous avons des formations de base, intermédiaires et avancées que nous faisons avec tous les différents types d'armes à feu. Et nous avons une équipe de tir qui fait de la compétition. Après quelques heures en classe, on peut s'entraîner sur un champ de tir. Latif Dickerson affirme qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'inscrivent à ces formations et qui se disent prêts à acheter une arme à feu ou un fusil. Les fusillades de masse dans le pays incitent les gens à réfléchir davantage à l'autodéfense, dit-il. Chacun devrait avoir la capacité de se protéger et de ne pas avoir à compter sur les autres pour sa propre sécurité. Pour de nombreux Américains, posséder une arme à feu et savoir s'en servir donne aux gens une chance de se protéger lorsque la police n'est pas disponible. Monsieur Dickerson est favorable aux vérifications des antécédents des acheteurs d'armes à feu, mais pour lui, le plus important, c'est la responsabilité personnelle des propriétaires d'armes. Vous ne voulez pas être là-bas et vous ne savez pas comment vous engager correctement. Cette classe a beaucoup de points intéressants sur le plan juridique. C'est juste une discipline de base, être respectueux, ne pas enfreindre les lois. J'ai déjà eu une expérience militaire il y a des années, donc je connais les règles et les règlements. En juin, la Cour suprême a déclaré qu'une loi de New York sur le contrôle des armes, restreignant le port d'armes à feu dissimulées, était inconstitutionnelle. La décision a déclenché des manifestations à New York et les autorités ont promis de trouver de nouveaux moyens pour contrôler la situation. Les législateurs de New York ont depuis désigné des parties dans la ville comme zones sans armes à feu, comme les bâtiments gouvernementaux, les écoles et les lieux de culte. Sans surprise, les défenseurs des droits du port d'armes affirment que la situation devrait être gérée différemment.
Aux États-Unis, le débat sur le contrôle des armes à feu est l'un des plus houleux et passionnés dans un pays où le droit de porter des armes est inscrit dans sa constitution. Toujours ici aux États-Unis, le docteur Anthony Fauci, principal conseiller du président Joe Biden sur le Covid-19, a annoncé hier qu'il quitterait ses fonctions en décembre. Âgé de 81 ans, le docteur Fauci a passé plusieurs décennies à combattre différentes épidémies aux États-Unis et à travers le monde. L'immunologue va également se retirer de son poste de directeur de l'Institut national des maladies infectieuses qu'il occupait depuis 38 ans. Très respecté, mais aussi détesté par une partie de la population conservatrice, il était devenu ces dernières années le visage de la lutte contre la pandémie de Covid-19 aux États-Unis. Le président Joe Biden lui a immédiatement adressé ses profonds remerciements. Le virus, on reste en santé, le virus de la variole du singe a atteint les 50 États américains selon les données actualisées des centres américains de contrôle et de prévention des maladies. Ceci après que le Wyoming soit devenu le dernier État à confirmer l'existence de la maladie. Au total, 15 433 cas confirmés ont été signalés dans tout le pays à 14 heures lundi. Selon les données du CDC, le Centre de contrôle des maladies, New York comptait le plus grand nombre de cas avec presque 3000 cas, suivi de la Californie avec un peu plus de 2500 et de la Floride avec quelques 1500 cas signalés. Certains experts de la santé publique aux États-Unis laissent entendre que le nombre total réel de cas de variole du singe dans le pays pourrait être beaucoup plus élevé que les données officielles. Vous regardez chez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington DC sur VOA Afrique. N'allez nulle part ailleurs, l'information vous revient dans un instant. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Vous suivez chez Le Monde aujourd'hui un programme de VOA Afrique. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie. Nous émettons en direct de Washington DC. Installés des années durant dans un autre pays à l'Occident, ils ont tout simplement décidé de plier bagages et de rentrer définitivement dans leur pays natal. Issus de la diaspora africaine, ces repates, comme on les surnomme, font de plus en plus leur retour dans l'optique de participer au développement du continent. C'est le cas du Togolais Akwete Akakpo, d'ingénieur son et lumière de profession au Luxembourg. Il s'est reconverti en agriculteur une fois rentré au Togo. C'est un reportage à Lomé d'Amen Assignon. C'est à plus de 50 km de Lomé, la capitale togolaise, que Akwete Akakpo a décidé de poser ses valises. Ici, en pleine nature, loin du stress de la ville, il a trouvé son havre de paix. Après 16 années passées en Europe, il a tout laissé tomber. Ses amis, son travail d'ingénieur son et lumière pour entrer au bercail et se consacrer à l'agrotourisme. Une décision semée de doutes au départ. Oui, j'ai pris un an pour décider, parce que c'est pas facile. Tu dois te poser 1000 questions. Est-ce que si je reviens, est-ce que je vais retrouver ma place, ce que je faisais avant, ou tu dois faire autre chose? Là, je me suis dit non, je vais faire quelque chose qui n'a rien à voir avec ma vie d'avant. Donc, je suis rentré dans l'agriculture et c'est ce qui
fait que je suis dans la brousse depuis 4 ans. Cette nouvelle aventure a toutefois été remplie d'embûches pour Akwete. La réintégration, l'adaptation à la vie rurale. Mais au bout de 4 ans d'efforts, il a réussi à mettre en place son projet. Dans sa ferme, il fait de l'élevage de volailles et du maraîchage. Une ferme agroécologique qui valorise les produits locaux et des pratiques agricoles ancestrales comme ici, la production du vin de palme. Donc vous remarquez, là ils sont en train de travailler sur les troncs pour pouvoir attirer plus de jus pour du DH. Et cela attire les jeunes curieux. J'avoue que le monsieur a une forte mentalité parce que ce n'est pas évident de quitter l'Europe et revenir en Afrique. En ce sens que l'Africain pense que l'Europe est un Eldorado. Maintenant, après le tour, moi j'ai apprécié en ce sens qu'il fait bon vivre. J'ai apprécié beaucoup aussi sa philosophie. Faire le grand saut et rentrer au pays. Pour Akwete, sa démarche vise surtout à montrer un autre modèle de réussite aux jeunes qui aspirent à l'émigration. Quand on va à la chasse, c'est pour chasser et revenir à la maison avec le gibier. Mais quand tu restes dans la forêt, c'est que tu deviens aussi un gibier. En quelques mots, je dirais, partez, mais revenez tôt. Ne perdez pas trop d'énergie avant de revenir. Moi, j'ai encore beaucoup d'énergie. Donc, on a beaucoup de choses à donner encore à l'Afrique. De plus en plus d'Africains optent pour un retour aux sources, rentrer au pays pour apporter sa pierre à l'édifice et contribuer au développement du continent africain. Amena Signon pour VOA Afrique, Lomé. Le message est bien passé. Les Ethiopian Girl Skaters font de plus en plus parler d'elles à Addis Abeba, en Éthiopie. C'est un groupe de skate exclusivement féminin qui rassemble des jeunes filles d'horizons différents. Cette communauté remet en question le stéréotype selon lequel les filles ne devraient pas être impliquées dans des sports extrêmes comme le skateboard. Le projet, fondé par la patineuse Sosina Chala, invite de nombreuses jeunes filles à passer leur temps libre à apprendre un nouveau sport qui est difficile physiquement et mentalement. Yacouba Ouedraogo. Tous les samedis, ces patineuses se réunissent pour apprendre de nouvelles techniques. Comment réussir un atterrissage, trouver son équilibre et repousser les stéréotypes sexistes. Quand vous êtes une femme ou une fille, c'est très difficile. Même patiner autour des garçons est vraiment difficile parce que les gens pensent que les filles devraient aider leurs parents à la maison. Le groupe entièrement féminin a été fondé par Sosina Chala il y a 3 ans après avoir rompu avec l'organisation à but non lucratif Ethiopia Skates. Depuis lors, elle a appris à patiner à plus de 150 filles. Ce n'est pas vraiment courant pour une fille de commencer à patiner parce que les gens ne vous soutiennent pas. Mais il fallait qu'une fille ou un groupe de filles débute. Et nous étions les premières. Et je me sens si honorée d'en faire partie. Dans un pays aux prises avec une guerre civile, les opportunités pour les jeunes peuvent être rares. Chala et son cofondateur, Mikey Asfau, espèrent pouvoir fournir un exutoire positif aux frustrations refoulées. The girls need more attention on different types of extreme sports. Les filles ont besoin de plus d'attention sur les différents types de sports extrêmes. C'est pourquoi le projet est important pour nous. Il y a donc beaucoup de filles dans les rues sans emploi et qui ont besoin de plus d'activités pour s'occuper que de passer leur temps dans les mauvais quartiers et de faire de mauvaises choses. Ici, nous offrons donc l'opportunité d'apprendre à faire du skateboard. Teach them how to skateboard. It helped me to defeat my fears and to not give anything about. Cela m'a aidé à vaincre mes peurs et à ne pas me préoccuper de ce que les autres disent sur le fait que je suis une fille et que je fais ce genre de choses, ce qui n'est pas quelque chose de normal pour la société. Mais j'en profite et ça me rend heureuse au point que je ne saurais l'expliquer. It makes me happy, even just I can't explain it. Dans cet endroit d'Addis Abeba, les filles sont unanimes sur une chose, revendiquer leur place sur les rampes.
Parlons de cinéma à présent et de cinéma africain-américain qui est à l'honneur ici aux États-Unis. À travers une exposition dénommée Regeneration, le musée de l'Académie des arts et des sciences du cinéma de Los Angeles veut ainsi rendre hommage aux acteurs africains-américains qui ont marqué d'une pierre blanche le cinéma américain depuis le début du 7e art jusqu'aux années 1970. Les détails avec Thierry Kaoré. Sur les murs de l'Académie des arts et des sciences du cinéma à Los Angeles, des portraits d'acteurs et de grands réalisateurs noirs, des tableaux et des extraits de films illustrant la participation des Africains-Américains dans l'art cinématographique. Les organisateurs ont voulu aussi montrer à travers cette exposition une réalité restée longtemps inconnue. Nous, les Africains-Américains, avons toujours été présents dans le cinéma américain dès le début, non pas comme des caricatures et des stéréotypes, mais en tant que créateurs, producteurs, innovateurs et public avide de cinéma. Pour la première fois, nous pouvons avoir une vision de l'ampleur du cinéma africain-américain dans l'art cinématographique, dans toute sa richesse et son audace, ses actes de résistance et son exubérance. Nous aurions dû le voir bien avant, mais ce jour est arrivé. Un jour spécial pour revivre des moments d'émotion comme ce discours de remerciement de Heidi McDaniel, première actrice africaine-américaine à remporter un Oscar en 1940, dans un second rôle pour le film « Autant en emporte le vent ». D'autres récompenses d'acteurs noirs du cinéma sont également exposées. On peut voir l'Oscar du meilleur acteur reçu par Sidney Poitier pour le film Le Lys des Champs en 1963. Nous aimerions donner un aperçu des accomplissements et des défis des cinéastes africains-américains dans le cinéma américain, depuis l'aube du cinéma aux États-Unis à la fin du 19e siècle jusqu'aux années 1970, qui marque le début de l'ère de la blaxploitation, comme on l'appelle communément. Baptisé Régénération, le cinéma noir de 1998 à 1971, l'exposition plonge ainsi ses visiteurs dans un passé glorieux du cinéma africain-américain avec un message bien clair. Il est également très important d'élargir la façon dont nous comprenons le cinéma américain. Et je pense que ce message est quelque chose que le musée souhaite vraiment faire passer rapidement. L'exposition se tient jusqu'en avril 2023 et permettra de voir le potentiel des cinéastes noirs du passé afin de changer la façon dont certaines personnes et communautés étaient perçues. Voilà, Le Monde aujourd'hui, fin de cette édition. Au nom de toute l'équipe, je vous dis merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, passez une excellente soirée. Salut Jenny. Salut Roger. Dans Vous et Nous, on parle de sujets qui vous parlent. Dans Vous et Nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables. Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures. Et les bons petits plats. Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités. L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines. Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine. Vous et nous. C'est vous. C'est nous. C'est vous et nous.